BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Nogues. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet Plus, le match fédéraliste européen contre souverainiste. Le statu quo, bon c'est plus possible le statu quo, mais faut-il faire un pas en avant ou un pas en arrière? À ma gauche, Richard Laube, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe, debout pour les États-Unis d'Europe, diplômé de la Solvay Business School ici à Bruxelles et puis MBA de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, conseiller en commerce international. Pour vous, c'est plutôt un pas en avant, hein? Tout à fait. On est au milieu du gué. Et notre point de vue, c'est qu'il faut effectivement persévérer vers l'autre rive. D'accord. À ma droite, François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine. Bonjour. Bonjour. Alors HEC, inspecteur des finances, ancien conseiller ministériel. Pour vous, c'est un pas en arrière, et même plutôt courage fuyant? Non, c'est un grand pas en avant que de sortir de l'Union européenne. D'accord, bon, très bien, c'est clair. Pour décrypter vos propositions, ils ne sont ni eurosceptiques ni totalement eurobéats. Bonjour Florence Autray. Bonjour. Florence Autray, la Tribune et la GFI. Bonjour Fred Coderlier. Bonjour tout le monde. Frédéric Coderlier, le Belge de l'étape, spin doctor du Parti libéral belge. Et bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Jean Quatremer, Libération, le blog coulisses de Bruxelles est spécialiste dans le mensonge, le sexe et la politique. Le choc des arguments. La drogue aussi. On a besoin quand on vous écoute. Le choc des arguments de Stand Up for the United States of Europe et de l'Union populaire républicaine. Et puis les analyses de nos GC, nos gentils chroniqueurs. C'est dans 500 millions d'Européens. Alors, votre constat commun, Richard Laube et François Asselineau, c'est que l'Europe est en déclin. Il faut faire quelque chose. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. C'est un petit oui quand même, François Asselineau. Non, la situation est tellement catastrophique dans tous les domaines qu'il faut effectivement se prendre en main et regarder les choses en face. Bon, maintenant, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la direction qu'il faut prendre. Vos arguments, je dois le dire, sont plutôt bien affûtés. On peut le lire sur vos différents sites internet. François Asselineau, alors vous dites que l'Europe, on construit, mais on ne sait pas où on va. À quoi ressemblera l'édifice final? Personne ne le sait. C'est l'un de vos arguments. Et puis, Richard Laube a, semble-t-il, une réponse à cela sur le site de Stand Up for Europe. Il y a ce texte qui a attiré mon attention. Un passant s'arrête devant un chantier et demande à un ouvrier qui taille des pierres « Mais que fais-tu » ? Je gagne ma vie, lui répond cet homme. Il pose la question à un deuxième ouvrier qui lui répond moi je taille des pierres. Et enfin, le troisième à qui il fait la même demande affirme, resplendissant, je construis une cathédrale. Voilà, ces trois façons différentes d'analyser cette construction européenne. François Asselineau, ça vous convainc ? Je trouve que la comparaison n'est pas raison. Vous savez, comme dit le proverbe français, ce que je pense, c'est que les partisans de la construction européenne font toujours le même fonctionnement de leur propagande, c'est-à-dire un constat dramatique de la situation, un alarmisme méthodique, qui d'ailleurs ne regimbe pas devant le fait d'avoir recours à des peurs ancestrales, le péril jaune, le péril chinois, le péril ci, le péril ça. Il faut donc vite s'allier. On fait miroiter des urgences, on fait miroiter la montée du nationalisme, et puis on en arrive toujours à la même situation, c'est-à-dire le remède. Eh bien, il faudrait plus d'Europe, une autre Europe, et on en profite au passage pour discréditer tout contradicteur, comme si c'était forcément quelqu'un de ringard, d'extrême droite. Vous avez d'ailleurs mis tout à l'heure vous-même que nous proposions, quant à nous, de faire un pas en arrière. Nous, ce n'est pas du tout la situation telle que nous la voyons. Ce que nous estimons, c'est qu'il faudrait déjà, avant toute chose, faire un constat, puisque le constat est catastrophique. Comment en est-on arrivé là ? Voilà, parce que c'est pas un poussin de la veille, la construction européenne. Ça fait 64 ans depuis la déclaration dite Schuman, 64 ans de promesses non tenues. Donc il y a un moment à partir duquel il faut. C'est 2000 ans avec un certain nombre de guerres, de promesses tenues. Évidemment, ça c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur, alors que l'Europe, ça nous a apporté le malheur, la guerre, l'extermination. Oui. C'est l'horreur. Je veux dire que là,
vous êtes quand même dans une caricature absolument impressionnante. C'est vous qui êtes dans la caricature. C'est vous. Non. Et puis 64 de promesses non tenues. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Écoutez, si vous pensez que la situation est comment dirais-je, allez dire par exemple aux 58% de jeunes Grecs de moins de 28 ans que la situation est merveilleuse. Allez dire aux 28% de Grecs qui sont obligés de fouiller dans les poubelles parce qu'ils sont au chômage que la situation est impeccable. Allez dire aux Portugais. Quand est-ce que vous avez été en Grèce? J'y suis allé il y a exactement 3 semaines. Oui, c'est ça, en vacances peut-être. Non, j'y suis allé pour l'école. Non. Et vous avez vu les gens fouiller dans les poubelles? Oui. C'est vrai. Oui. Vous allez m'emmener en Grèce parce que je suis en train de tourner un reportage en Grèce depuis plusieurs mois et je n'ai pas vu de gens fouiller dans les poubelles. Moi j'en ai trouvé. Messieurs, j'en ai trouvé. J'y suis allé. Avant de sonder le fond des poubelles, messieurs, donc ça c'était entre Jean Quatremer et François Asselineau. François Asselineau qui dit clairement que le problème des européistes, c'est ce constat dramatique de la situation. Je n'accepte pas européiste. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a été inventé par Le Pen. C'est pour faire européiste, fasciste. C'est un mot américain. Non, mais d'accord, mais c'est pas en l'occurrence en français européiste, c'est pour que ça rime avec fasciste. Non. Donc je suis européen. Je suis européen. Je ne suis pas. Européiste, ça veut bien dire. Vous êtes franciste alors. Non, parce que vous savez pourquoi? Alors, ce qui est très intéressant. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne dit pas on dit un Européen convaincu, mais on dit pas un Français convaincu. Parce que français, c'est un fait. Alors quand on parle des Européens, on dit Européens convaincus ou eurosceptiques, on dit dans le registre du dogme et de la foi. En quelle année le Français Attendez, messieurs. Le problème, c'est on va reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Je remarque que ceux qui disent debout pour les États-Unis d'Europe, ils restent assis, ils parlent pas beaucoup. Alors, Richard, Quatremer est en train de faire mon travail, donc il n'y a pas de souci. Oui. Moi, je suis un peu à la Quentin Tarantino, si vous voulez, dans ces cas-là, parce que quand j'entends des choses, je veux dire, on peut ne pas être convaincu par l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est une Europe qui est contrôlée largement par les États, et justement, c'est l'Europe dont rêve Monsieur Asselineau, c'est-à-dire une Europe où les États ont toujours le dernier mot. Et ça fonctionne pas bien, et ça, j'en suis d'accord. Et on peut être critique, mais je veux dire, accuser l'Europe quasiment du réchauffement climatique, accuser l'Europe, je veux dire, des malheurs ça, c'est du pas monde. vrai, parce que la Commission européenne légifère sur les urinoirs et sur la quantité d'eau à chaque fois qu'on va aux toilettes. Donc non, l'Europe n'est pas responsable du réchauffement climatique. Exactement. Richard Laube. Mais en tout cas, de notre point de vue, effectivement, je dirais peut-être pas que la situation est catastrophique. L'Europe, quand même, on est 7% de la population, on est quand même encore, je crois, 20 ou 25% du PIB mondial, et je crois, d'après ce qu'on me dit, 50% des dépenses sociales. Donc ça reste quand même un environnement très protecteur qui permet à nombreux citoyens ici en Europe de vivre une vie meilleure que dans la plupart des régions du monde. Donc catastrophique, je ne dirais pas, mais clairement la situation pourrait être bien meilleure. Et on pense qu'elle pourrait être bien meilleure si on avait le courage de mutualiser nos moyens. Nous, on vient, pour beaucoup d'entre nous, du monde de l'entreprise. Il y a des règles simples. Vous mutualisez vos moyens, vous faites appel aux meilleurs, vous collaborez. D'habitude, de manière générale, c'est une recette gagnante. Il en sort du bon. Et des exemples existent en Europe. Le programme Airbus a été fait en étroite collaboration entre plusieurs pays, Ariane également. La mutualisation de nos moyens. Donc vous êtes en train de dire l'Europe, c'est la solution pour continuer à peser dans le monde. Si on n'a pas l'Europe, on est 28 nains. Si on ne renforce pas l'Europe et qu'on ne mutualise pas nos moyens, je pense effectivement... Mutualiser les moyens, ça veut dire une armée commune, ça veut dire... Une diplomatie commune, ça veut dire un gouvernement commun, ça veut dire... je crois que le budget européen, c'est quoi? C'est 1%. 1%. Aux États-Unis, c'est 24%. 24%, c'est des chiffres toujours nommés. Bon, ben voilà, toute la guerre est là, si je puis dire. Comment peut-on mettre en moyen nos forces avec 1% du budget qui est géré au niveau européen? Florence, qu'est-ce que vous dites quand vous écoutez ces deux messieurs? Mais je pense qu'on reste dans un débat un peu théologique, et c'est le problème. Quand vous dites l'Europe, c'est la solution, non, c'est le moyen. C'est le moyen, mais il y a plusieurs manières de la faire, il y a plusieurs manières de s'en servir. Je crois qu'il y a toujours une erreur, en fait, de la part des européanistes, non pas des européistes, mais des défenseurs de la construction européenne. J'en aime pas juste le East. C'est le East qui n'aime pas. De la part des défenseurs de l'intégration européenne, c'est de dire c'est ça ou le chaos. Et je pense que les eurosceptiques ont un point en disant faut arrêter, c'est pas ça ou le chaos. Donc prenons-les au mot, quoi. Considérons l'alternative. C'est quoi l'alternative si on travaille pas ensemble? C'est la France dans son coin, l'Italie dans son coin, l'Allemagne dans son coin. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et on va finir comme les Flamands à faire des murs autour de notre petit village pour cultiver nos rhododendrons et nos géraniums. Enfin, je veux dire, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de l'histoire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et je regrette, c'est juste beaucoup plus intéressant de
travailler avec plusieurs pays européens. Et donc, il faut envisager les choses d'une manière très réaliste, très pragmatique. Arrêter de dire que si on ne fait pas l'Europe ou si on n'adore pas la Commission européenne, ça veut dire qu'on est prêt à accepter une nouvelle guerre entre pays européens. Faut pas délirer. Mais considérons sérieusement l'alternative. Que va faire la France? Alors, ce qui est intéressant, c'est que François Asselineau a fait une conférence intitulée, parce qu'on dit toujours l'Europe c'est la paix. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe a eu le prix Nobel de la paix. Pour François Asselineau, l'Europe c'est la guerre. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque François Mitterrand, ce qui fait beaucoup sourire Jean Quatremer. Donc, oui, mais c'est parce que mais ça c'est habituel. On a des gens qui gloussent ou qui pouffent sans admettre la contradiction. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand, après 14 années passées à l'Élysée, et qui a dit dans le livre Le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, quelques jours avant de mourir, la France est en guerre, les Français ne le savent pas. Donc les guerres du troisième millénaire, ce sont pas des guerres létales comme celles que l'on trouve dans les périphéries des empires. Ce sont des guerres entre grandes puissances qui sont des guerres tout à fait différentes. Avec les armes sont les médias, sont la finance, sont des virtualités financières. Et puis les cibles, c'est modifier les cerveaux, c'est transformer Nolens, Volens, les Grecs, les Français, etc. en américain. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Florence Autrey à l'instant, c'est qu'elle dit si on sort, qu'est-ce qui se passe? On va être tout seul. Monsieur Lahaube a évoqué tout à l'heure Airbus ou Ariane. Savez-vous que Airbus, par exemple, n'a strictement rien à voir avec la construction européenne? C'est une coopération internationale, et dans l'Airbus A380, le premier pays fabricant, c'est les États-Unis d'Amérique avec 38%. Quand c'est motorisé, Pratt & Whitney, ils font par ailleurs les trains d'atterrissage et l'électronique embarquée. Ariane Espace, c'est pareil. Vous avez 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. Donc, ce que nous disons, et c'est pour ça qu'il y a... intégriste de l'intégration, tu veux tout faire à 28, en fait. Il faudrait une directive européenne pour inventer l'Airbus. Mais pas du tout. Airbus montre le monde réel. Le monde réel, c'est que les États doivent coopérer avec d'autres États du monde. Dans Airbus, vous avez des entreprises japonaises. C'est l'Europe telle qu'elle est, puisque vous citez Airbus et Ariane Espace. Mais justement, Airbus et Ariane Espace n'ont rien à voir avec la construction européenne. C'est ce que vous dites. C'est dans l'Europe aujourd'hui, ça. Ariane, pas du tout. Si nous sortons de l'Union européenne, comme l'UPR le propose, comme le mouvement politique que j'ai créé le propose, si nous sortons de l'Union européenne, nous ne sortirons en aucun cas ni d'Airbus ni d'Ariane Espace. Nous développerons des coopérations internationales. En tout cas, et on vendra en quelle monnaie? Parce qu'on sortira de l'euro, et on vendra nos avions avec quel... Eh bien, on le vendra en dollars. On reviendra. Il vaudrait beaucoup mieux que ça soit vendu en dollars. Il vaudrait beaucoup mieux que le franc puisse se déprécier. Est-ce que vous savez pourquoi qu'actuellement Airbus est en train de se... Est-ce que vous savez qu'Airbus est en train de se délocaliser en Chine, à Tianjin? Justement, écoutez ce que dit Monsieur Gallois. Mais j'ai pas le sentiment que vous ayez un discours très pro-américain, mais en clair, vous voulez quand même passer par le dollar. Non, on reviendra au franc, et nous aurons notre monnaie nationale. Parce que c'est une des grandes monnaies de réserve du monde. Comment? Le nouveau franc. Oui, un franc, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez comment? Il y a quelque chose qui me fascine. C'est que dans une comment dirais-je, une radio économique, la moindre des choses, c'est qu'on devrait faire ce que les économistes ou les hommes des entreprises appellent du benchmarking. Comment font Il n'y a pas de mot français pour ça. Comment font la comparaison internationale? Comment font les États qui marchent? J'aime beaucoup les sous-titres de Jean Quatremer quand François Asselineau parle. Comment font? Non, mais je vois qu'il y a une agression du côté de Monsieur Quatremer. C'est la guerre, l'Europe, vous l'avez dit. Donc moi je voudrais dire comment font les autres États qui marchent. Ils font comment? J'espère qu'on va débattre de ça. Et puis je note, et je terminerai, que ce que je disais tout à l'heure est confirmé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Fred Cauderlier. Ce qui me frappe dans ce que j'entends, c'est que j'ai le sentiment que vous avez une approche finalement assez nationaliste, et je le dis dans le sens premier du terme. Vous vous adressez à François Asselineau. Oui, tout à fait. Parce que de tout temps, dans le cours de l'histoire, il y a des moments où on s'associe et en même temps des mouvements où on se dissocie. Si on regarde l'histoire de la construction européenne, autant on cherche à avoir une intégration européenne de plus en plus aboutie avec les années qui passent, et dans le même temps, on se rend compte que dans beaucoup d'États membres, il y a des mouvements sous-régionalistes, parfois nationalistes qui prennent vigueur, et je pense que ces deux mouvements-là peuvent coexister parfaitement. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle la Belgique, qui a l'immense chance d'accueillir la capitale de l'Europe en son cœur. Très sincèrement, si la Belgique était restée seule,
ce serait un petit confetti sur le continent européen qui n'aurait aucun impact, qui n'aurait aucun pouvoir de décision, aucune crédibilité. La France seule, à l'échelle du monde, c'est 1% de la population. C'est un confetti. Richard Loeb, juste après la pause, je vous poserai une question, je vous demanderai d'élaborer sur cette question. En oui ou non. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de Debout pour les États-Unis d'Europe. L'Europe est-elle démocratique ? Si je ne peux répondre que par oui ou non, alors je dis oui. Après la pause, on continue notre discussion. À tout de suite. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Le match fédéraliste européen contre souverainiste, nos invités. Aujourd'hui, ici à Bruxelles, Richard Loeb, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire et républicaine. Et bien sûr, Florence Autrey, la Tribune, la GFI, Fred Cauderlier, spin docteur du Parti libéral belge. Et Jean Quatremer, Libération et le blog Coulisses de Bruxelles. Je vous posais cette question, Richard Loeb, juste avant la pause. L'Europe est-elle démocratique ? Je vous ai demandé de répondre par oui ou par non. Vous avez dit oui. Vraiment ? Je le pense, oui, mais moi je pense qu'une question plus importante, et ça rejoint un petit peu le propos d'avant, c'est de savoir si l'Europe est efficace. Et c'est une préoccupation. Donc je remarque que c'est peut-être une question plus importante, mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question qui est peut-être moins importante. Mais ça en dit long finalement sur l'importance accordée à la démocratie et à la vie des gens en Europe. Je vous demande si l'Europe est démocratique. Vous me dites il y a des questions plus importantes, non ? Alors non, moi je pense que les deux points sont liés, c'est-à-dire que elle est évidemment démocratique, mais effectivement c'est une construction qui s'est construite au travers des années pour trouver un équilibre entre les États et la représentation européenne. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements parce qu'on est à 28 et c'est extrêmement compliqué de fonctionner à 28 lorsqu'on essaye effectivement de trouver cet équilibre entre les intérêts des États et l'intérêt européen. Donc il y a là effectivement un équilibre un petit peu difficile à trouver. Ça marchait à 6. À 28 c'est plus possible. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça c'est pour ça que je dis les deux points sont liés. Il faut absolument aller de l'avant, construire une Europe fédérale, parce que là, on pourra effectivement construire des institutions démocratiques qui seront aussi efficaces. Mais attention, vous dites ça marchait à 6, mais quand on était à 6, on faisait pas grand-chose. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était quoi ? C'était une espèce d'organisme de planification soviétique. On fixait les prix des quantités à produire. Voilà, bon, point. Ensuite, on a fait l'union douanière et on a commencé à négocier un traité de libre-échange avec les États-Unis dans le cadre de l'ancêtre de l'OMC. C'était pas grand-chose. Il n'y avait pas de parlement. C'était un travail essentiellement technocratique. Il faut pas non plus être dans la nostalgie de cette époque-là. À l'époque, c'était un bidule très technocratique. On a énormément progressé sur le chemin de la démocratie depuis et on a vachement plus d'ambition aujourd'hui. On gère les questions d'immigration, on parle de défense, on parle de politique étrangère. Je veux dire, on est allé très très loin. On a une monnaie commune, on coordonne nos politiques économiques. Allez, sous le prochain mandat de la Commission, on va reparler d'union fiscale, on va reparler d'union sociale. Je veux dire, il faut arrêter de dire que tout ça est sur le déclin, en train de se casser la figure. On avance, et on avance parce que c'est relativement démocratique. Moi, je pense que la question que posait Anthony est juste. C'est-à-dire que, est-ce que l'Europe est démocratique ? Elle est démocratique par certains points. Par exemple, tout ce qui concerne le marché unique, parce qu'il y a un Parlement européen qui maintenant est sur le même plan que le Conseil des ministres qui représente les différents États, d'accord ? Donc de ce point de vue-là, sur le marché unique, sur le contrôle des normes, si vous voulez, c'est une démocratie. Sur les questions économiques et budgétaires, ça n'est pas une démocratie. Il y a un problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce que fait la Commission ou ce que fait l'Eurogroupe, la Troïka, ils sont pas responsables devant aucun Parlement, ni les parlements nationaux, ni le Parlement européen. Donc c'est aujourd'hui, on est effectivement, pour tout ce qui concerne les questions économiques et budgétaires, dans une, je dirais, dictature des élites. Voilà. Et là, il y a un problème. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, des partis d'extrême droite ou des partis européens sont en train de prospérer ? Mais parce que les gens qui ne sont pas stupides se rendent compte qu'il y a un problème de démocratie. Et qui ne veut pas de démocratie ? Qui ne veut pas de démocratie dans le système ? Ce sont les États. Et parmi ces États, quel est l'État qui veut le moins de démocratie dans le système ? C'est la Grande France. Parce que la Grande France n'aime pas la démocratie. Les hauts fonctionnaires français, les énarques, etc., détestent le contrôle parlementaire. François Asselineau. Je me permets de faire remarquer que je suis autour de cette table, à part vous, j'ai affaire à 4 personnes qui parlent grosso modo, qui sont des ardents défenseurs de la construction européenne. Donc je vous fais remarquer que je suis seul contre 4. Ça vous déplaît ? Non, ça me déplaît pas. Je pense que ça n'est pas conforme à la configuration de la sensibilité politique qu'il y a à la fois en France et dans la plupart des pays d'Europe. Ça, c'est le premier point. Mais les 25 deux d'entre nous quitteront ce studio. Voilà.
je voudrais quand même, si vous me le permettez. Non, Merci Frédéric Coderlier pour votre intervention. Je voudrais répondre quand même avant aux attaques de Monsieur Quatremer précédentes, qui me qualifiait de nationaliste. Non, nous ne sommes pas des nationalistes. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait bien précisé les choses de ce point de vue-là. Il avait dit les patriotes sont des gens qui aiment leur propre pays, les nationalistes sont les gens qui détestent le pays des autres. Donc il y a dans notre mouvement politique, l'UPR, qui rassemble des gens de tous les horizons avec une majorité de gens de gauche, nous sommes des gens extrêmement ouverts sur l'étranger. C'est une citation d'ailleurs que José Manuel Barroso, le président de la Commission, aime beaucoup reprendre. Très bien. Deuxièmement, Monsieur Quatremer m'a dit les Français l'ont voulu la situation. La réponse est non. D'abord, je ferai remarquer qu'il y a 55% des Français qui ont voté non au traité de la Constitution européenne et qu'on leur a forcé la main quand même par une procédure qui normalement serait interdite, par exemple en Californie où il est interdit de faire ratifier par un parlement une proposition de loi qui a été rejetée par référendum. Donc, je signale également que l'on a l'exemple américain du côté de Monsieur Asselineau. Je signale également, mais vous savez, nous ne sommes pas anti-américains. Je dis des choses sur les États-Unis beaucoup moins sévères. Justement, que Jean Quatremer est en train de dire que vous êtes au contraire très pro. Non, je dis les choses tout à fait sérieusement. Il y a aux États-Unis des gens qui disent des choses beaucoup plus sévères sur le. Mais je comprends pas. Regardez, Jean Quatremer, il est tout souriant. C'est dommage que ce soit pas de la télévision, parce qu'il est. Merci pour une fois que vous reconnaissez. Il est souriant, jovial, et vous avez le sentiment qu'il ne fait que vous attaquer. D'ailleurs, il a dit, excusez-moi, je retiens dans les propos de Jean Quatremer, il a parlé d'une dictature des élites en Europe. Oui, mais vous avez une expression qui est amusante. Vous dites que l'Union européenne, c'est la dictature par l'ennui. Oui. Et c'est ça qui fait que l'Union européenne aussi, finalement, peut apparaître comme étant très peu démocratique parce que les gens ne s'y intéressent pas. C'est tellement compliqué, vague, obscur, lointain ce qui se passe ici à Bruxelles. Donc c'est ça. Précisons quand même qu'une démocratie, étymologiquement, c'est kratos, le pouvoir du peuple démos. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de démos européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Est-ce qu'il y a eu un peuple français, monsieur Asselineau ? Quand est-ce qu'il y a eu un peuple français ? Parlez-moi du peuple français. Est-ce que le France a existé avant que le peuple français existe ou le peuple français a préexisté à l'État ? Mais figurez-vous que nous ne sommes pas au début des temps et au début de l'histoire du monde. Parce que l'apparition de la France, c'était le début du temps. Non, parce que la France, ça s'est créé depuis 496, disons le baptême de Clovis jusqu'à notre époque. Et ce que vous me dites, vous faites exactement comme penser à cette phrase, là aussi, excusez-moi de le reciter de Gaulle, qui disait on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe parce qu'on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Les États-nations sont des œufs durs. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Je connaissais la purée de marron, mais je connaissais pas l'omelette. Ça veut dire que la Belgique est un État-nation, que l'Espagne est un État-nation. Nous n'avons pas la même plasticité que c'était le cas au Moyen-Âge. Monsieur François Asselineau, on est sur la fin de l'histoire, là, on est prêt. On n'est pas sur la fin de l'histoire, mais on dit il faut partir des réalités, vous savez, madame. Donc les réalités. François Asselineau, je voulais juste dire, vous avez dit, je suis le seul autour de cette table à défendre certaines idées, alors que ça représente une grande occasion de l'exposer. Très bien, mais je pense que vous avez largement eu l'occasion de les exposer jusqu'ici dans cette partie de l'émission. Je pense que il tient le crachoir, François Asselineau. Richard Laube. J'aurais voulu quand même vous faire comprendre que l'histoire n'est pas figée. On prend l'histoire de l'Allemagne. C'est vrai que la France est une nation ancienne, plus ancienne que beaucoup de nations européennes. Vous prenez l'Italie ou l'Allemagne, ce sont des nations qui sont constituées au 19e siècle. C'est très récent. Vous auriez pris des Allemands, enfin qui s'appelaient pas Allemands au début du 19e, et vous leur aurez expliqué qu'on va construire une nation allemande, vous aurez rayonné, vous aurez expliqué que c'était impossible. Vous aurez dit la même chose aux Italiens. Et pourtant Bismarck est arrivé, on peut en penser ce qu'on veut, mais finalement ça s'est produit. Donc l'histoire n'est pas figée. Elle bouge constamment. On a vu l'Union soviétique qui s'est écroulée. Eh bien, il n'y a pas de raison de penser qu'une nation européenne ne pourrait pas voir le jour. Il faut partir des réalités. Lorsque l'on sort du bocal où nous sommes de ce Parlement européen, vous savez très bien que les peuples d'Europe se contrefichent absolument des institutions européennes. C'est quelque chose, c'est une superstructure qui a été plaquée. Vous parliez sur la question démocratique. Est-ce que les institutions européennes se contrefichent des peuples d'Europe ? Mais c'est que là, ce serait plus grave. C'est une construction qui, par principe, n'est pas démocratique, parce que on n'a malheureusement pas le temps de faire de l'histoire. Mais vous savez quand même que l'origine de la construction européenne et l'origine des institutions européennes, c'est quand même l'Allemagne nazie. C'est quand même oui, mais bien sûr. C'est les camps. Oui, mais attendez, quand vous plaisez, non. Walter
Vous connaissez le pédigré de Walter Hallstein ou pas? Le premier président de la Commission européenne. Est-ce que vous connaissez son pédigré? Je propose qu'on calme le jeu. On calme le jeu. Attendez, après le journal. Attendez, parce que si on commence à dire que l'Europe d'aujourd'hui c'est l'Europe nazie, après le journal, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou au contraire aller plus loin et créer des États-Unis d'Europe? Quelles seraient les conséquences dans un cas et dans l'autre? À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Nogues. Merci de nous retrouver à Bruxelles, c'est chaud ici. Pendant le journal, je peux vous dire, ça a débattu sec. Je propose qu'on ne continue pas ces discussions avec des parallèles historiques qui peuvent être très délicats. Mais en tout cas, merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet+. On essaye de regarder devant le match fédéraliste européen contre souverainiste. Le statu quo n'est plus possible, c'est clair. Alors faut-il faire un pas en avant ou un pas en arrière? François Asselineau disait il n'est pas du tout question de faire un pas en arrière en sortant de l'euro, en sortant de l'Europe. Non, ce sera un très grand pas en avant. Enfin bref, regardons. En tout cas, faut-il aller vers l'Europe ou reculer face à l'Europe? On va reformuler comme ça nos invités. Richard Laub, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine. Et puis bien sûr Florence Autrey, la Tribune, la GFI, Fred Cauderlier, spin docteur du Parti libéral belge. Et Jean Quatremer, Libération. Et le blog Les coulisses de Bruxelles, le match fédéraliste européen contre souverainiste. Bon, qu'arrive-t-il si on sort de l'euro et de l'Europe? Jean Quatremer. La question a été soulevée par Monsieur Asselineau tout à l'heure, c'est de dire que l'Europe est un échec économique, financier, etc. Donc on nous explique que les Grecs vont mangent dans les poubelles, quasiment les Français la même chose, etc. Regardons un peu le monde. Regardons le monde aujourd'hui. La France, l'Europe aujourd'hui, est la première puissance économique et commerciale du monde. C'est l'endroit où les gens sont le plus riches au monde. Que la richesse soit pas bien répartie, c'est une question qui relève des États, ça c'est clair. Sont encore. Oui, sont encore pour l'instant. Mais il faut voir risque de pas durer. C'est un espace, c'est un îlot dans le monde, c'est un îlot de stabilité, de richesse, de puissance. L'Europe exporte ses normes. Alors, dire que c'est un échec parce qu'il y a du chômage, sans doute il y a du chômage, mais je crois que je connais aucune région au monde aujourd'hui ou dans l'histoire où le miel et le lait a coulé, où il n'y avait pas de chômage, où il n'y avait pas de misère, où il n'y avait pas de maladie. Je ne connais pas d'espace aujourd'hui dans le monde. Alors peut-être que Monsieur Asselineau va nous expliquer qu'à un moment dans l'histoire ou dans le monde aujourd'hui, cet endroit existe. Richard Laub, qu'arrive-t-il si on sort de l'euro et de l'Europe? Je rappelle Richard Laub, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. Pour prolonger ce que disait Quatremer, c'est également un pôle d'attraction, l'Europe. On s'appelle par nos noms de famille ici. C'est comme ça. Nogues, s'il vous plaît. Bon, Laub, à vous. Parce que j'oublie votre prénom, ça c'est le problème. J'ai un Jean Quatremer. Pour prolonger ce que disait Jean, c'est également un pôle d'attraction. C'est pas simplement effectivement un arbre de paix, de réussite sociale, économique, même si effectivement les choses pourraient aller beaucoup mieux. C'est également un pôle d'attraction. Moi, je salue nos amis ukrainiens qui, je crois, ils sont encore des centaines de milliers dans les rues. Avec des morts maintenant. Avec effectivement aujourd'hui malheureusement des manifestations sanglantes. Et qui tapent sur une raison. Ils tapent sur les flics avec des drapeaux européens. Pour une raison simple, c'est qu'ils veulent rentrer. Ils tapent à la porte de l'Europe parce qu'ils estiment que ça reste un projet fabuleux et qu'ils veulent y participer. Donc c'est encore un pôle d'attraction très fort pour de nombreuses nations. Et je crois que ça doit nous interpeller quelque part. Je pense qu'on aurait dû avoir autour de cette table quelqu'un venant d'Europe de l'Est, parce que quand même on est un peu des chiens de salon, pardon. Eux, ils ont quand même une idée un peu plus précise des raisons pour lesquelles c'est utile. Et je veux pas me lancer dans des louanges de Madame Merkel que j'en apprécie modérément, mais Quatremer voulait dire. Mais quand même, elle a, je trouve, une qualité, c'est qu'elle vient de l'autre côté. Le mur est tombé, elle avait 35 ans, et quand même, elle fait pas toujours la politique que Jean Quatremer aimerait qu'elle fasse, mais elle a au moins cette lucidité de dire attention, avant
c'était quand même un peu moins bien quand on était de l'autre côté. Ça a du sens. Nous, Donc ça veut dire quoi? On est des enfants gâtés? Nous, les Français, on est dans la mythologie de la réconciliation franco-allemande. Et alors, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne plus très bien parce que ça nous semble tellement évident qu'on va pas se remettre à faire la guerre avec les Allemands. Tandis que quelqu'un qui vient de l'autre côté du mur... ça l'est ou pas? Moi, je pense que c'est pas un bon argument pour poursuivre l'intégration européenne. Que le bon argument, c'est l'argument plus des Est européens, c'est-à-dire l'Europe dans la mondialisation. Ça me semble plus solide, quoi. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver, quel modèle on veut préserver, qu'est-ce qu'on veut devenir dans le monde. Et effectivement, quand même, repartir du constat de cette prospérité hallucinante. Enfin, je veux dire, le monde entier veut venir vivre ici, quoi. Regardez les problèmes qu'on a d'immigration. Donc repartons quand même des faits. Repartons des faits. L'Europe, c'est un moyen de gérer notre position dans un mouvement de globalisation plus général, dont l'Europe participe. Il faut reconnaître que l'Europe est aussi un instrument de cette mondialisation depuis les années 60. L'argument guerre n'est pas le meilleur argument, je suis d'accord avec Florence, mais ça reste un bon argument. Quand on a eu le conflit en ex-Yougoslavie, l'Europe s'est quand même posé beaucoup de questions et elle a eu une attitude assez courageuse d'une certaine manière pour tenter d'encadrer ce conflit, si vous me passez l'expression. Donc ça reste quand même malgré tout une réalité. Je veux dire, la guerre, elle peut arriver à tout moment, n'importe où. On n'est pas forcément prémuni pour le restant de l'histoire et le restant de l'humanité de tout conflit, y compris sur notre continent. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean Quatremer et d'autres personnes autour de cette table qui laissent entendre que si l'Europe est extrêmement prospère, ce serait grâce à la construction européenne. Je dis tout le contraire. Si l'Europe est encore prospère, c'est parce que c'est comme, vous savez, c'est comme un paquebot d'un seul coup, il y a une inertie considérable. Nous vivons sur les siècles antérieurs et nous vivons notamment sur les 30 glorieuses qui ont permis effectivement aux pays d'Europe d'avoir une économie très développée. La France toute seule, c'est un pédalo. Non, mais attendez. Mais ça veut dire que depuis maintenant, au moins le traité de Maastricht. Et d'ailleurs, je suis allé sur le site de comment vous dites, Stand Up for the United States of Europe. Je note d'ailleurs que c'est écrit en américain. En anglais. Oui, c'est la même chose. Eh bien, si je vais là-dessus, je découvre des statistiques qui sont effrayantes. On voit d'année en année, à peu près depuis une vingtaine d'années. Sur la langue française, peut-être que Jean Quatremer et vous pourriez être copains. Depuis une vingtaine d'années, on voit une rétrogradation rapide de l'Union européenne dans tous les domaines, y compris dans l'inventivité, dans le dépôt des brevets, etc. Et une hémorragie absolument constante de toutes nos industries dans le cadre des articles des traités de Maastricht et suivants. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est au cœur même des délocalisations. Donc, à quoi on assiste, le brevet européen. Rebondissons justement sur le brevet. Attendez, on ne peut pas ça dire, coûte on ne peut pas 16 fois plus cher aujourd'hui de protéger une idée à travers les pays européens qu'aux États-Unis. Grâce au brevet européen, on arrive à avoir un coût limité. Je voudrais insister sur... C'est l'Europe, ça. Oui, non, mais attendez, je voudrais insister sur quelque chose que les auditeurs, en général, n'ont pas bien à l'esprit. Et moi, j'ai pu le remarquer parce que je fais des conférences à travers toute la France depuis plusieurs années. Vous êtes en train de dire que les auditeurs de BFM Business sont des idiots? Non, je dis qu'ils ne l'ont pas bien à l'esprit parce qu'en général, on ne le leur dit pas. On présente la mondialisation comme si c'était un phénomène météorologique qui était tombé du ciel et que tous les États devaient l'accepter de la même façon. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que les ouvertures ont été asymétriques, comme disent les économistes. C'est-à-dire que, par exemple, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux entre l'Europe, par exemple, et les États tiers est gravée dans le marbre de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais par exemple, quand on voit comment dirais-je, des industriels chinois racheter le château de Gevrey-Chambertin en France, l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas possible. D'accord, mais la réciprocité, justement, c'est quand on discute à 28 et qu'on négocie à 28 avec eux qu'on pèse quelque chose. Non, justement, parce qu'à l'Organisation mondiale du commerce, ça fonctionne sur la base du consensus. Et il est absurde de faire alliance avec des gens avec qui nous avons des intérêts totalement divergents. Comment font les autres, les pays du groupe de Cairns, par exemple, au sein de l'OMC? Ils se sont regroupés non pas par appartenance continentale, mais ils se sont regroupés par intérêt. C'est-à-dire que la France aurait dû, par exemple, si elle avait voulu défendre son industrie textile, elle aurait dû se regrouper par intérêt avec notamment les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique. François Asselineau, Richard Loeb vient de se lever pour les États-Unis d'Europe. Oui, parce que moi je voulais rebondir effectivement sur cette histoire des brevets. Je crois que c'est un parfait exemple de ce que nous on appelle le coût de la non-Europe. Effectivement, sur notre site, et je suis ravi que vous avez consulté notre site, toute une série de statistiques existent pour montrer effectivement que nous sommes en déclin.
Hein, ça, je ne le conteste pas. Dans tous les domaines, pas seulement dans les brevets. Dans beaucoup de domaines, démographiques, scientifiques, éducatifs aussi. On a vu les scores PISA qui n'étaient pas très bons. Économiques, évidemment. Les scores PISA, c'est l'OCDE qui évalue les capacités de nos enfants en matière littéraire et scientifique. Etc. Tout à fait. Et donc, effectivement, là, je crois qu'au début de l'émission, on a partagé ce constat. L'Europe est en déclin. Ça reste malgré tout, je crois, un pôle d'attraction très fort, une zone de prospérité exceptionnelle, mais incontestablement en déclin. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ce déclin? Alors vous pensez effectivement qu'il faut revenir en arrière. Nous, on pense exactement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'exemple du brevet est un exemple parfait de ce que nous on pense. Il n'y a pas que le brevet. Juste pour terminer, vous prenez l'armée par exemple, qui est des enjeux financiers beaucoup plus importants. On dépense collectivement ici en Europe 250 milliards d'euros. Prenez les budgets des 28 pays européens, c'est 250 milliards d'euros, qui sont tous dépensés individuellement, et donc le résultat final de tout ça, c'est une capacité opérationnelle extrêmement réduite par rapport à ce que peuvent faire les Américains. Il y a des études sérieuses qui ont montré, une toute dernière en date de McKinsey, qui est quand même un cabinet sérieux, qui montre que simplement en mutualisant nos achats d'équipements, en réfléchissant de manière industrielle intéressante pour essayer de mutualiser nos moyens, on pourrait économiser 30% de ces budgets. Vous prenez la dette. Je crois que le premier poste de dépenses européen, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Eh bien, écoutez, les marchés financiers nous taxent d'une prime au risque uniquement. Pourquoi? Parce qu'on est fragmenté. Les États-Unis d'Amérique qui ont un niveau de dette un peu plus élevé que le nôtre, le Japon, je crois, le double du nôtre, ont des taux d'intérêt nettement inférieurs au nôtre pour une seule raison. C'est que les marchés financiers, quand ils doivent prêter, ils évaluent le risque, et quand ils nous regardent, ils voient un risque. Ils voient un risque qui est lié au fait que nous ne sommes pas unis. Je vais me mettre du côté du par exemple, vous prenez la contradicteur. Slovénie, pour terminer, vous savez que la Slovénie, qui est un tout petit pays, mais dont l'économie se porte relativement bien, ils doivent emprunter à du 4-5% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aucun financier au monde ne se dit, tiens, je vais prendre de la dette slovène. Et donc, allez, ça coûte 50 milliards par an. Je crois que c'est pas un argument. On va pas convaincre les gens ou donner un sentiment européen aux gens, et c'est le défaut de l'Europe, en leur expliquant qu'ils vont faire des économies sur les intérêts de leur dette. Enfin, je veux dire. Mais sauf si on peut réinvestir cet argent dans des choses utiles. Non, il y a 50 milliards dans l'armée. Il y a je ne sais combien dans les brevets. Je pense pas que c'est comme ça que se forge une identité dans le service de la dette, dans la diplomatie. Et c'est bien le problème des arguments de la Commission et même d'un certain nombre de députés européens. On est en train de demander aux pays du Sud. S'il vous plaît, laissez parler Florence Autrey. On ne crée pas un sentiment d'identité en disant qu'on va économiser 2% ou baisser de 2% les spreads sur la dette slovène. Ça marche pas. Et c'est bien le problème de la Commission européenne, c'est qu'elle a que des arguments juridiques. Elle dit je fais ça parce que c'est inscrit à l'article 122 du traité, ou je fais ça parce que ça permet de faire des économies, de dégager tant de synergie. C'est pas ça. Un sentiment, il faut du pathos. Et là, on n'est pas dans le pathos. Il faut se voir dans le monde. Il faut effectivement des manifestants ukrainiens qui tapent sur les flics avec des drapeaux européens. C'est-à-dire qu'il faut une vision historique. Et donc c'est ça qu'il faut inventer et qui pour l'instant ne passe pas. François Asselineau. Mais ce qui est fascinant toujours, c'est que j'ai affaire à des personnes qui veulent imposer des schémas préconçus à une réalité qui ne colle pas à ce qu'ils voient. Et vous voulez faire quoi? Moi, tenir compte des réalités. Actuellement, les pays d'Europe, les peuples d'Europe sont sur des sentiers de développement totalement différents. La France, que cela plaise ou pas, est de plus en plus proche des pays du Maghreb. Voilà. L'Allemagne, vous pouvez rigoler. L'Allemagne est beaucoup. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. L'Allemagne, laissez-moi parler, Monsieur Quatremer. Laissez-moi parler. C'est quoi le PIB français? Laissez-moi parler. Parlez. Bon, donc la France est très proche de pays beaucoup plus proches, par exemple de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Québec ou de la Suisse ou d'ailleurs pourquoi pas d'autres pays, que de la Lettonie, de l'Estonie, de la Lituanie. Voilà. C'est pareil. L'Angleterre est beaucoup plus proche du sous-continent indien. Il suffit de voir les phénomènes migratoires. L'Allemagne est beaucoup plus proche du monde turcophone. C'est comme ça. Et donc la réalité, c'est comme que ça. Et c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire que l'euro-méditerranée, pour vous, c'est formidable. Nous partons des réalités, nous disons que dans le point du 3e millénaire, il n'y a pas des pays torchons et des pays serviettes. Nous disons que la France a des intérêts beaucoup plus importants avec les pays du sud de la Méditerranée
Méditerranée qu'avec les pays baltes. Et vous aurez beau me dire le contraire, c'est quand même moi qui aurais raison parce que les faits me donnent raison. Voilà. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas, on ne peut pas inventer des solidarités, une affectio societatis qui n'existe pas. Voilà. Les Français ont dans toutes les familles, il y a des mariages mixtes, il y a des copains, etc., qui regardent vers les pays du Sud ou ailleurs d'ailleurs. Ils ne regardent pas vers l'Estonie, vers la Lituanie, la Slovaquie. Ça n'existe pas. Oui, mais il peut y avoir. Non, mais comment ça, on est en plein dans vos idées, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des proches de l'identité maghrébine que de l'identité est-européenne, là vraiment. Et moi, pourquoi donc on rêve? Monsieur Asselineau, moi je viens d'Algérie en plus. Ce continent a une unité historique et il a une unité culturelle. Jean Quatremer est né en Algérie. Mais est-ce que ça vous dessert pas, Monsieur Asselineau, finalement, de partir tout à l'heure, vous avez dit que les institutions européennes étaient d'inspiration nazie. Là maintenant, vous êtes en train de partir sur l'immigration, sur le Maghreb, etc. Est-ce que ça dessert pas votre message finalement? Parce que vous jouez avec le feu quand même. Pas du tout. J'ai décrit la réalité de la situation. Quel est le périmètre de l'Union européenne? Qui le fixe? Qui fixe pourquoi est-ce que nous devrions avoir des solidarités fixées, on ne sait pas comment. Par exemple, vous me parlez... Et c'est quoi votre réponse? Vous me parlez... Moi, je dis qu'il faut partir des réalités et que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire des distinctions entre une appartenance géographique ou continentale. Ça n'a pas de sens. Non, c'est sur la nature du discours qui est intéressante, parce que là, on est en train de toucher du doigt la difficulté qu'on peut avoir, les Européens convaincus, à argumenter contre des gens comme M. Asselineau qui rendent responsable l'Europe quasiment de tous les problèmes. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas, c'est l'Europe. Et tout ce qui va bien, ou tout ce qui pourrait aller bien, c'est la nation, enfin l'État en tous les cas, parce que la plupart des États en Europe ne sont pas des nations, contrairement à ce que vous croyez. Donc, et là, on est dans un discours totalement irrationnel, parce que moi j'ai un discours critique à l'égard de l'Europe. Je considère qu'effectivement il y a des problèmes de démocratie, il y a eu des problèmes de corruption. J'ai pas été le dernier, me semble-t-il, à enquêter sur ce qui n'allait pas à Bruxelles, la commission Santer, etc., etc. Donc moi j'ai un discours critique. Mais là, on n'est plus dans un discours critique. On n'est plus dans un discours raisonné, c'est l'Europe c'est mal. L'Europe c'est Attendez, laissez-moi terminer, monsieur Asselineau. Non, mais l'Europe c'est mal et l'Europe c'est ce qu'on a cru comprendre. C'est ce qu'on a cru, voilà. Et donc, là, on est vraiment dans l'irrationnel parce que véritablement, on rend l'Europe responsable de tous les malheurs de l'humanité. Alors, juste un point. Monsieur Asselineau, je vous propose 30 secondes pour exprimer votre point de vue et dire aux auditeurs auxquels vous souhaitez visiblement vous adresser pourquoi il faut voter pour vous ou pour vos idées à l'occasion des prochaines élections européennes dans 3 mois. Parce que nous sommes très inquiets de la situation qui, d'une part, l'ensemble du continent européen est en train de s'enfoncer dans une crise économique, sociale, morale, culturelle, civilisationnelle dans tous azimuts. Et nous avons affaire à un processus qui est hors contrôle. Et contrairement à ce que l'on nous assure, moi j'ai très peur de ce que j'appelle les nationalistes européistes. C'est-à-dire des gens qui, comme on l'a vu d'ailleurs autour de cette table, n'est-ce pas, d'un seul coup se mettent à vouloir parler d'une Europe civilisation, etc., et à stigmatiser tel ou tel pays. Très bien, merci. Richard Laube, des États-Unis d'Europe, Debout pour les États-Unis d'Europe, vous avez 30 secondes, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de BFM Business? Nous nous présentons pour l'instant qu'en Belgique francophone, et pourquoi est-ce qu'on le fait? On a beaucoup hésité, mais on est arrivé à la conclusion que les partis classiques traditionnels ne portaient pas ce message suffisamment fort, et on s'est dit voilà, donc la meilleure façon de participer au débat, c'est de rentrer dans ces élections, et de permettre aux gens donc d'avoir un véhicule par là qui leur permettra d'exprimer cette volonté européenne à travers notre liste. Juste après la pause, revue de presse européenne. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs sur BFM Business. La revue de presse européenne, nos invités, Richard Laube, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe, François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine, et puis bien sûr Florence Sautré, la Tribune, la GFI, Frotke Dorlier, spin docteur du Parti libéral belge, et Jean Quatremer, Libération, et le blog Coulisses de Bruxelles. Alors déjà, un article qui nous a été amené par notre ami belge, Frédéric Coderlier, qui va payer pour le ramassage des ordures du Parlement européen. Il y a des bons trucs dans la presse française.
en France, parce que d'ailleurs c'est sur rue 89 qu'il a épinglé ça. Installé dans l'Hexagone à Strasbourg, le Parlement européen est protégé par une immunité fiscale. Il n'a donc pas à payer pour l'évacuation de ses ordures. Résultat, la justice française a annulé une dette de plus de 3 millions d'euros réclamée indûment par le fisc hexagonal. Mais qui va payer la note ? Fred Coderlier. Alors, 2 réflexions par rapport à ça. Vu le nombre de jours où le Parlement européen de Strasbourg est utilisé, je me dis, qu'est-ce que c'est cher, les poubelles à Strasbourg. Et deuxième chose, à Bruxelles, il n'y a pas de souci, le Parlement européen aura ses ordures. Je croyais que vous alliez dire que dans les poubelles, les ordures, c'est toutes les directives qui sont émises par le Parlement européen. Non, mais à Bruxelles, il n'y a pas de problème, parce qu'on ramasse les poubelles 2 fois par semaine. Ah oui, la c'est capitale vrai. de l'Europe. Voilà. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. Parce qu'on éduque la population et donc les personnes qui fréquentent le Parlement européen à pratiquer le tri sélectif, le recyclage, etc., etc. François Asselineau, vous avez un avis sur cette information ? C'est simplement ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La construction européenne coûte énormément cher, et je rappelle au passage que la France verse bon an mal an à peu près 21 milliards d'euros et récupère 14, c'est-à-dire que ça nous coûte 7 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Et vous dites iceberg, vous, pas iceberg, d'accord. Richard Laube. Non, juste pour répliquer, je pense pas que ça nous coûte cher du tout. Je pense qu'il y a moins de fonctionnaires ici à Bruxelles qu'il y en a dans la mairie de Paris. Donc on a toujours effectivement cette image d'une administration, d'une bureaucratie démesurée. C'est absolument pas le cas, et donc il faut rétablir un peu les choses à leur juste valeur. Le commissaire européen au commerce, là je lis une dépêche AP, Associated Press, Karel de Gucht, qui a été notre invité, qui sera d'ailleurs notre invité encore prochainement. Il a annoncé là cette semaine que les négociations sur le traité transatlantique seraient suspendues pour que ceux qui sont concernés puissent s'exprimer en cause une disposition de l'accord qui prévoit que les investisseurs ou les firmes internationales peuvent recourir à l'arbitrage privé contre les États-Unis qui n'auraient pas suivi à la lettre les principes du traité. Florence. Je crois que c'est très sage. C'est une bombe en puissance, cet article, qui donc, je le rappelle, permettrait à, j'en sais rien, un laboratoire pharmaceutique d'agir en justice contre l'Union européenne sous prétexte qu'elle a adopté démocratiquement une directive sur tel et tel, sur tel régime de brevet. Je crois que c'est pas acceptable. On peut pas laisser. Oui, on peut pas accepter ça. Je pense qu'il y a vraiment, voilà, ça finira par se savoir et les gens sont contre ça. Il est absolument nécessaire de discuter ça de façon démocratique, mais plus généralement, ce traité transatlantique soulève quand même un nombre considérable de problèmes, et c'est inouï qu'il n'ait pas, que son opportunité, que le mandat de négociation n'ait pas été discuté d'une façon démocratique. Les Français se sont lancés, ont lutté uniquement sur l'affaire de l'exception culturelle qui n'était pas vraiment en danger. Qui était juste de la politique intérieure. Voilà, absolument. Donc on a lutté contre l'exception culturelle. Mais toutes les questions posées par ce traité transatlantique n'ont absolument pas été abordées. Et la Commission nous a poussé à marche forcée. Et là, c'est vrai qu'il y a un problème dans la négociation d'un traité qui pose de vrais problèmes, puisqu'il s'agit en fait d'harmoniser nos normes, nos lois, de protection, par exemple en matière environnementale, de protection en matière, même y compris sociale, de sécurité, etc. Et là-dedans, effectivement, il y a pour éviter que ce soit les Chinois derrière qui nous imposent l'idée, les leurs. c'est de créer un grand marché mondial des normes, et on imposerait en quelque sorte le capitalisme du 21e siècle serait occidental au sens large du terme et non pas chinois. C'est ça l'idée. Mais là-dedans, il y a le fameux tribunal arbitral, je termine juste là-dessus, le fameux tribunal arbitral qui existait ça au sein du NAFTA. Donc vous savez, c'est l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et ça aujourd'hui, par exemple, les Canadiens commencent à toucher du doigt la réalité de ce traité, parce que le Québec a suspendu l'exploitation du gaz de schiste, parce que la majorité a changé au Québec, et les grandes compagnies américaines ont poursuivi le Québec en dommages et intérêts devant un tribunal arbitral. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais ça montre qu'on est plus libre de notre système normatif. En tout cas, on a posé cette question, est-ce que l'Europe est démocratique ? Voilà, là il y a le traité transatlantique en pleine négociation, il y a un problème, et Karel de Gucht arrête les machines le temps d'une consultation publique. Un petit mot, François Asselineau ? Oui, on touche ici du doigt un problème que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure, mais j'avais pas beaucoup le temps de l'exposer. C'est que les européistes ne parlent jamais du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Et là, nous en avons une preuve extrême. Nous en avons la preuve exacte. L'Amérique à Bruxelles, Florence Autrey aux éditions
Nous en avons le seuil, au le seuil. seuil. Nous en avons la preuve, qui est le rôle constant qu'ont joué les États-Unis depuis la construction européenne, depuis la déclaration Schuman. Voilà. Bien sûr, Et là, on est nous dans avons une ici, dialectique, mais là, ne nous avons soyez pas affaire. simpliste. Non, mais c'est pas simpliste du tout. Nous avons ce grand marché transatlantique est en fait la préfiguration de ce que cherchent les think tanks américains, c'est-à-dire le choc des civilisations défini par Samuel Huntington. François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine. Merci à vous d'être venu à Bruxelles pour participer à cette émission. Merci Richard Loup, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. Laurent Sautré, la Tribune et la GFI, Fred Coder, spin docteur du Parti libéral belge et Jean Quatremer, Libération et le blog coulisses de Bruxelles. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Samedi 11h, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.